Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Curious History, la chaîne qui vous emmène à la découverte des plus grandes histoires maritimes, des navires légendaires et des drames qui ont marqué les océans, comme les eaux intérieures les plus redoutables de notre planète. Lorsque l'on évoque les grandes catastrophes maritimes, les mêmes noms reviennent presque toujours. Le Titanic, Lusitania, l'Empress of Ireland, ou encore le Costa Concordia. Pourtant, il existe un naufrage dont l'histoire est restée étonnamment méconnue, alors qu'il a profondément marqué toute une région des États-Unis. Et pour cause, nous sommes en novembre 1958. Au cœur des Grands Lacs américains, un immense cargo d'acier affronte une violente tempête sur le lac Michigan. Depuis plus de 30 ans, ce géant des eaux intérieures transporte inlassablement des milliers de tonnes de calcaire, indispensables à l'industrie sidérurgique américaine. Pour ces marins, ce navire est presque une seconde maison, et malgré son âge, il inspire encore confiance. Pourtant, depuis quelque temps, certains détails troublants se répètent. À chaque forte houle, par exemple, la coque se met à gémir. Des rivets tombent parfois même sur les ponts. Et des craquements métalliques beaucoup trop forts par rapport à l'accoutumée résonnent jusque dans les coursives. À bord, on préfère en plaisanter plutôt que de s'inquiéter. Après tout, le navire a déjà traversé tant de tempêtes. Mais ce jour-là, les Grands Lacs vont rappeler qu'ils peuvent être aussi impitoyables que n'importe quel océan. En seulement quelques instants, ce qui semblait n'être qu'une traversée presque routinière va se transformer en une lutte désespérée pour la survie. Des appels de détresse se mettent à retentir dans la nuit. Des marins tentent de sauver leurs camarades au milieu d'une mer déchaînée. Et bientôt une question bouleversera les enquêteurs, comme les familles des victimes. Comment un navire aussi prestigieux a-t-il pu disparaître presque sous les yeux de son équipage ? Était-ce une simple conséquence de la violence exceptionnelle de la tempête, ou bien les véritables causes de la catastrophe étaient-elles présentes depuis des années, dissimulées derrière une apparence rassurante ? Aujourd'hui encore, cette tragédie demeure l'un des naufrages les plus marquants de l'histoire des Grands Lacs, avec celui du Edmund Fitzgerald. Il s'agit ici d'une histoire où se mêlent prouesse industrielle, courage humain, décisions difficiles et avertissements ignorés. Alors installez-vous confortablement. Ensemble, remontons le fil de cette tragédie oubliée et découvrons le destin du SS Carl D. Bradley, l'ancien roi des Grands Lacs, dont le naufrage allait bouleverser toute une communauté. Notre histoire commence bien loin de l'océan Atlantique. En effet, au cœur de l'Amérique du Nord s'étend un immense réseau de lacs d'eau douce, si vaste qu'il est souvent comparé à une véritable mer intérieure. Reliant les États-Unis et le Canada, ces immenses étendues d'eau constituent depuis plus d'un siècle l'un des principaux axes du commerce nord-américain. C'est dans cet environnement, à la fois fascinant et redoutable, que va s'écrire l'histoire de notre navire. Mais avant d'aller plus loin, il est essentiel de comprendre le décor dans lequel se déroule cette histoire. Lorsque l'on évoque les Grands Lacs, beaucoup imaginent de simples lacs de grande taille. La réalité est pourtant tout autre. Les Grands Lacs d'Amérique du Nord regroupent 5 immenses étendues d'eau douce. Le lac Supérieur, Michigan, le lac Huron, Erie et le lac Ontario. Ensemble, ils forment le plus vaste ensemble de lacs d'eau douce de la planète avec une superficie d'environ 245 000 km², soit presque l'équivalent de celle du Royaume-Uni. À eux seuls, ils renferment près de 21% de toute l'eau douce liquide présente à la surface de la Terre. Ces lacs sont reliés les uns aux autres par des rivières, des détroits et des canaux, avant de se déverser dans le fleuve Saint-Laurent, qui rejoint ensuite l'océan Atlantique. Depuis des années, cet immense réseau constitue une véritable autoroute naturelle entre le cœur industriel de l'Amérique du Nord et le reste du monde. Leurs dimensions sont telles qu'il est souvent impossible d'apercevoir la rive opposée. À certains endroits, l'horizon est identique à celui de l'océan. Cette impression est encore renforcée par les tempêtes, capables de soulever des vagues de plusieurs mètres de hauteur. Et malgré leur apparence paisible, les Grands Lacs figurent parmi les plans d'eau les plus redoutés d'Amérique du Nord. Et pourquoi cela ? Parce que leur climat est particulièrement instable. En effet, situés au cœur du continent, ils sont régulièrement traversés par des masses d'air très différentes. De l'air glacial venu de l'Arctique rencontre de l'air chaud et humide remontant du golfe du Mexique. Lorsque ces deux systèmes entrent en collision, ils peuvent provoquer des dépressions extrêmement violentes, accompagnées de vents puissants, d'une forte houle et d'une visibilité parfois réduite à plusieurs dizaines de mètres. L'automne est d'ailleurs la saison la plus redoutée des marins. Les tempêtes y sont particulièrement fréquentes, et les changements de météo peuvent être d'une rapidité déconcertante. Et c'est précisément dans cet environnement exigeant que des milliers de navires transportent chaque année le minerai de fer, le charbon, les céréales
ou encore le calcaire, indispensable à l'industrie nord-américaine. Autrement dit, les Grands Lacs ne sont pas seulement un gigantesque réservoir d'eau douce, ils constituent également l'une des voies maritimes les plus importantes du continent. Et c'est sur ces eaux aussi essentielles qu'imprévisibles que le Carl D. Bradley va bâtir sa réputation avant d'y rencontrer son destin. Et effectivement, pour assurer les échanges entre les nombreuses villes industrielles bordant ces lacs, une flotte impressionnante de cargos spécialisés sillonne quotidiennement ces eaux. Construits pour transporter des quantités considérables de matières premières, ces géants d'acier jouent un rôle essentiel dans l'économie nord-américaine. Mais naviguer sur les Grands Lacs impose des contraintes très particulières. Au fil des décennies, les ingénieurs vont donc concevoir des navires spécialement adaptés à cet environnement unique, donnant naissance à une catégorie de bâtiments que l'on ne retrouve pratiquement nulle part ailleurs dans le monde, les vraquiers des Grands Lacs, que les marins surnomment tout simplement les laquiers. Contrairement aux grands cargos océaniques, ces navires ne sont pas destinés à traverser les mers du globe. Leur mission est bien plus spécifique, transporter d'immenses quantités de matières premières comme le minerai de fer, calcaire, charbon, grain ou encore le sel, entre les ports industriels des Grands Lacs. Chaque année, ce sont ainsi des centaines de millions de tonnes de marchandises qui transitent par cette véritable autoroute maritime intérieure. Pour remplir cette mission, les conceptions diffèrent sensiblement de celles des cargos traditionnels. Leur silhouette est généralement plus longue et plus étroite. Ce choix n'a rien d'esthétique, il répond aux dimensions imposées par les écluses, les chenaux et les canaux qui relient les différents lacs. Chaque mètre compte, et les ingénieurs cherchent à exploiter au maximum l'espace disponible, tout en conservant un navire capable de franchir ces passages parfois très étroits. Autre particularité, la passerelle est souvent installée tout à l'avant du navire, tandis que la salle des machines occupe traditionnellement l'arrière. Cette architecture très caractéristique des anciens laquiers libère un immense pont central, consacré presque entièrement aux cales de chargement. Et justement, ces navires restent avant tout des vraquiers. Contrairement aux porte-containers modernes, ils ne transportent pas des marchandises emballées dans des conteneurs. Leurs cales reçoivent directement les matériaux en vrac. Des milliers de tonnes de calcaire, de minerai de fer ou de charbon, sont ainsi chargés à l'aide d'imposantes installations portuaires avant d'être déversés, quelques heures plus tard, dans les aciéries ou les complexes industriels qui bordent les Grands Lacs. Leur conception privilégie donc avant tout la capacité de chargement. Sur les Grands Lacs, les distances sont relativement courtes. Les ingénieurs recherchent moins la vitesse que le rendement. Plus un navire peut transporter de marchandises en un seul voyage, plus son exploitation devient rentable. C'est cette logique qui expliquera au fil des décennies la construction de cargos toujours plus imposants. Enfin, un autre élément contribue à leur remarquable longévité. Contrairement aux océans, les Grands Lacs sont constitués d'eau douce. Or, cette eau est beaucoup moins corrosive que l'eau salée. Résultat, de nombreux laquiers restent en service pendant 40, 50, voire parfois plus de 60 ans, une durée de vie exceptionnelle dans le monde maritime. Et c'est précisément dans cette grande famille de géants d'acier que va bientôt s'imposer un navire hors norme. Un bâtiment qui, pendant plus de 20 ans, dominera tous les autres par ses dimensions et sa puissance. Le Carl D. Bradley. Lorsque ce navire entre en service à l'été 1927, il ne devient pas seulement un nouveau cargo. Il inaugure une nouvelle référence pour toute la navigation sur les Grands Lacs. Parmi tous ces navires, un titre officieux fait rêver les marins. Celui de Reine des Grands Lacs. Il ne s'agit d'aucune distinction officielle, mais d'une tradition profondément ancrée dans le monde maritime. Ce titre est attribué au plus grand cargo en service sur les Grands Lacs. Pendant plus de 20 ans, cette couronne reviendra à un seul navire, le SS Carl D. Bradley. Et pour comprendre comment il est devenu une véritable légende, il faut revenir au début du XXe siècle. En 1912, la Bradley Transportation Company est fondée avec une mission bien précise, assurer le transport d'une matière première indispensable à l'essor industriel des États-Unis, le calcaire. À première vue, transporter du calcaire peut sembler bien moins spectaculaire que transporter du pétrole ou du minerai de fer. Et pourtant, cette roche discrète a joué un rôle essentiel dans l'industrialisation des États-Unis. Sans elle, produire les immenses quantités d'acier nécessaires au développement du pays aurait été beaucoup plus complexe. Lorsque l'on évoque la fabrication de l'acier, on pense presque toujours au minerai de fer. Pourtant, ce minerai ne peut pas être utilisé seul. Afin d'obtenir une fonte de qualité, qui sera ensuite transformée en acier, les industriels doivent réunir 3 matières premières essentielles. Le minerai de fer, le coke, obtenu à partir du charbon, et le calcaire. Chacune possède une fonction bien précise. Le minerai, lui, apporte le métal. Le coke fournit la chaleur nécessaire et participe aux réactions chimiques qui permettent d'extraire le fer. Quant au calcaire, il joue un rôle souvent méconnu mais absolument indispensable. En effet, le minerai de fer contient naturellement diverses impuretés, notamment de la silice, de l'alumine,
du phosphore ou encore du soufre. Si elles ne sont pas éliminées, ces substances altèrent considérablement la qualité du métal obtenu. À très haute température, le calcaire se transforme donc en chaux. Celle-ci agit comme un fondant. Elle capte donc une grande partie de ces impuretés pour former un résidu appelé laitier. Plus léger que la fonte en fusion, ce laitier remonte naturellement à la surface où il peut être séparé du métal. Autrement dit, le calcaire ne sert pas à produire le fer lui-même, il permet de le purifier. Et sans cette étape, fabriquer un acier suffisamment résistant pour construire des ponts, des gratte-ciel, locomotives, navires ou encore les premières automobiles serait extrêmement difficile. Toutes ces opérations se déroulent dans une installation monumentale, le Haut-Fourneau, véritable cœur de l'industrie sidérurgique du début du XXe siècle. En effet, durant cette période, les États-Unis connaissent une croissance industrielle sans précédent. Les villes s'étendent, les réseaux ferroviaires se développent, les gratte-ciel redessinent les horizons urbains, les chantiers navals tournent à plein régime, et l'industrie automobile entre dans une période d'expansion spectaculaire. Toutes ces réalisations ont un point commun. Elles nécessitent d'immenses quantités d'acier. Chaque jour, les hauts-fourneaux consomment des milliers de tonnes de minerais de fer, de coke et de calcaire. Il faut donc acheminer en permanence ces matières premières vers les grands centres industriels. Et c'est précisément là que les Grands Lacs deviennent un maillon stratégique de l'économie américaine. Les immenses carrières de calcite dans le Michigan comptent parmi les plus importantes d'Amérique du Nord. Grâce au vaste réseau navigable formé par les Grands Lacs, le calcaire peut être transporté directement jusqu'aux grandes aciéries de l'Ohio, de l'Indiana ou encore de la région de Chicago. Le transport maritime s'impose rapidement comme la solution la plus efficace. Un seul vraquilier peut acheminer en un voyage l'équivalent de plusieurs centaines de wagons de marchandises, tout en consommant beaucoup moins d'énergie par tonne transportée. Les Grands Lacs deviennent ainsi une véritable autoroute industrielle, reliant les mines, les carrières, les aciéries et les grands centres manufacturiers qui façonnent l'Amérique moderne. Dans cette gigantesque chaîne logistique, chaque navire joue un rôle essentiel. Et parmi eux, un bâtiment va rapidement s'imposer comme l'un des plus performants de sa génération, le Carl D. Bradley. Ainsi, depuis son port d'attache de Roger City, le Carl D. Bradley multiplie les traversées entre les carrières de calcite et les grandes aciéries des Grands Lacs. À chaque voyage, il transporte bien plus qu'une simple cargaison de pierres. Il contribue directement à alimenter l'industrie qui façonne alors les États-Unis du XXe siècle. Depuis les immenses carrières de calcite dans le Michigan jusqu'aux aciéries de l'Ohio, la compagnie met donc progressivement en place un réseau logistique d'une efficacité remarquable. Mais la demande en acier, elle, ne cesse d'augmenter. Les industries américaines réclament des navires toujours plus grands, capables de transporter davantage de marchandises, tout en réduisant les coûts de chaque traversée. C'est donc dans ce contexte que la compagnie lance un projet particulièrement ambitieux. En 1923, les chantiers de l'American Shipbuilding Company reçoivent la commande d'un nouveau cargo destiné à repousser toutes les limites de son époque. L'objectif ici est simple, construire le plus grand navire ayant jamais navigué sur les Grands Lacs. Après plusieurs années de construction, le bâtiment est finalement mis à l'eau le 9 avril 1927. Ses dimensions de l'époque impressionnent immédiatement. Long d'environ 195 mètres et large de près de 20 mètres, il devient aussitôt le plus imposant cargo des Grands Lacs, héritant naturellement du prestigieux titre de Reine des Grands Lacs. Le navire reçoit le nom de Carl D. Bradley, en hommage au président de la compagnie. Son épouse, Emma Bradley, procède au baptême. Une anecdote illustre d'ailleurs parfaitement son époque. En pleine prohibition, il est interdit d'utiliser une bouteille de champagne pour baptiser un navire. À la place, Emma Bradley brise contre la coque une bouteille remplie d'eau provenant des carrières de calcite exploitées par l'entreprise. Sous son apparence imposante, le Carl D. Bradley représente également une véritable prouesse technique. Car lorsque le Carl D. Bradley est lancé en 1927, ce n'est pas seulement le plus grand cargo des Grands Lacs, c'est également un navire qui bénéficie de plusieurs innovations techniques particulièrement modernes pour son époque, témoignant du savoir-faire de l'industrie navale américaine des années 20. À première vue, le Carl D. Bradley ressemble aux autres grands vraquiliers qui sillonnent les Grands Lacs. Pourtant, derrière son immense coque d'acier se cache une mécanique particulièrement sophistiquée. Le navire est équipé de 2 chaudières Foster Wheeler, l'un des constructeurs de chaudières industrielles les plus réputés des États-Unis du début du XXe siècle. Leur rôle est de produire de la vapeur sous haute pression en brûlant du combustible dans d'immenses foyers. Cette vapeur n'alimente cependant pas directement les hélices du navire, comme c'est le cas sur de nombreux cargos de l'époque. Le Carl D. Bradley utilise un système beaucoup plus élaboré, une propulsion turbo-électrique. Aujourd'hui,
Ce principe peut sembler relativement courant, mais dans les années 1920, il représente une technologie particulièrement avancée. À une époque où de nombreux navires utilisent encore des machines alternatives à vapeur ou des transmissions mécaniques plus classiques, la propulsion turbo-électrique offre plusieurs avantages importants. Elle permet notamment une transmission de puissance plus souple, réduit les contraintes mécaniques entre les différents organes de propulsion et facilite les manœuvres, notamment lors des départs, des accostages ou des changements de vitesse. Autre avantage non négligeable, les turbines peuvent fonctionner à leur régime optimal, tandis que la vitesse de l'hélice est ajustée indépendamment grâce au moteur électrique, ce qui améliore le rendement de l'ensemble de l'installation. Le Carl D. Bradley développe ainsi une puissance d'environ 4800 chevaux, une valeur particulièrement élevée pour un cargo des Grands Lacs à la fin des années 1920. Cette puissance lui permet de transporter d'immenses cargaisons de calcaire tout en conservant de bonnes performances de navigation, même lorsque les conditions météorologiques deviennent difficiles. Mais les ingénieurs ne cherchent pas uniquement la vitesse. Leur objectif principal est avant tout la fiabilité. Les cargos des Grands Lacs effectuent plusieurs centaines de traversées au cours de leur carrière, et chaque immobilisation représente une perte financière importante pour l'armateur. Disposer d'une propulsion robuste capable de fonctionner pendant de longues périodes avec un minimum d'interruption constitue donc un avantage économique considérable. Ces choix techniques expliquent pourquoi le Carl D. Bradley restera en service pendant plus de 31 ans, une longévité remarquable pour un navire soumis en permanence aux contraintes des Grands Lacs. Mais aussi performante soit-elle, aucune technologie ne peut empêcher les effets du temps. Les machines peuvent être entretenues, les chaudières révisées, les moteurs peuvent être remplacés. En revanche, la coque, elle, continue de subir inlassablement les efforts de chaque traversée. Et c'est précisément là que commence à se jouer le destin du Carl D. Bradley. Pendant plus de 3 décennies, cette mécanique impressionnante permettra au Carl D. Bradley de devenir l'un des cargos les plus performants et les plus respectés des Grands Lacs, soit. Mais derrière cette démonstration de puissance, une autre réalité se met lentement en place, beaucoup plus discrète et infiniment plus préoccupante. À cet instant, rien ne laisse présager que ce géant d'acier deviendra quelques décennies plus tard l'un des symboles des plus grandes catastrophes de l'histoire des Grands Lacs. Mais la réputation d'un navire ne se construit pas uniquement sur ses dimensions. Elle se gagne au fil des traversées, des tempêtes affrontées et des millions de tonnes transportées au service de toute une industrie. Pendant plus de 30 ans, le Carl D. Bradley ne sera pas seulement un cargo. Il deviendra l'un des symboles de la puissance industrielle américaine, au point que beaucoup finiront par le croire presque indestructible. Ainsi, lorsque le Carl D. Bradley entre officiellement en service le 28 juillet 1927, il est immédiatement l'un des navires les plus importants de toute la flotte des Grands Lacs. Traversée après traversée, le Carl D. Bradley sillonne le lac Huron, le lac Michigan, Erie, et plus ponctuellement, le lac Supérieur. Sa silhouette imposante devient rapidement familière pour les populations riveraines, mais aussi pour les nombreux marins qui croisent sa route. Très vite, le navire démontre qu'il est à la hauteur des ambitions de ses concepteurs. En 1927, il établit un nouveau record en transportant 18 144 tonnes de calcaire au cours d'une seule traversée, une performance exceptionnelle pour l'époque, qui confirme donc son statut de géant des Grands Lacs. Mais sa puissance lui permet également d'assurer une autre mission. Chaque printemps, lorsque les glaces commencent enfin à céder après les rigueurs de l'hiver, le Carl D. Bradley figure souvent parmi les premiers navires autorisés à reprendre la navigation. Grâce à sa robustesse et à ses dimensions, il ouvre littéralement la voie aux autres cargos dans certains secteurs stratégiques, notamment au niveau du détroit de Mackinac. Cependant, la réputation du Carl D. Bradley ne repose pas uniquement sur ses performances. À une époque où les cargos privilégient avant tout l'efficacité, celui-ci offre un niveau de confort inhabituel pour son équipage et pour les dirigeants de la compagnie. Les responsables de la Bradley Transportation Company effectuent régulièrement leurs déplacements à son bord, faisant du navire une véritable vitrine flottante du savoir-faire de l'entreprise. Autre particularité remarquable, il est équipé de sa propre grue de déchargement. Cette installation lui permet d'opérer dans des ports ne disposant pas d'équipement adapté, offrant au navire une grande autonomie et une remarquable souplesse d'exploitation. Pendant près de 3 décennies donc, le Carl D. Bradley remplit parfaitement sa mission. Pour les industriels, il constitue un maillon indispensable de la chaîne de production. Pour les équipages, il représente une référence dans le monde de la navigation lacustre. Et pour les habitants de Roger City, il devient une véritable fierté locale. Son départ et son retour rythment d'ailleurs la vie de toute une communauté. Mais comme dans l'histoire maritime, aucune domination n'est éternelle. Le 28 juin 1949, un nouveau géant fait son apparition sur les Grands Lacs, le Wilfrid Sykes.
Plus long que le Carl D. Bradley, il lui ravit officiellement le prestigieux titre de Reine des Grands Lacs. Pour autant, cette perte de prestige ne remet nullement en cause la réputation du Carl D. Bradley. À la fin des années 50, malgré l'arrivée d'une nouvelle génération de cargos plus modernes, il demeure l'un des bâtiments les plus respectés de toute la flotte américaine. Son expérience, sa fiabilité et ses performances continuent de faire l'unanimité. Vu de l'extérieur, rien ne semble pouvoir arrêter ce vétéran des Grands Lacs. Pourtant, derrière cette coque soigneusement entretenue, les effets de plus de 30 années de navigation commencent lentement à se faire sentir. Des signes discrets, presque invisibles, mais qui vont bientôt jouer un rôle déterminant dans le destin du navire. Car au premier regard, rien ne distingue encore le Carl D. Bradley des autres grands cargos qui sillonnent les Grands Lacs. Sa silhouette demeure impressionnante, son entretien paraît irréprochable, et la compagnie continue de lui accorder toute sa confiance. Pourtant, derrière cette image de solidité se cache une réalité beaucoup plus préoccupante. Car comme tout navire ayant affronté des décennies de navigation, le Carl D. Bradley porte déjà en lui des marques d'un long passé. Des blessures silencieuses que personne n'imagine encore capables de provoquer une catastrophe. Le 14 avril 1958, la Bradley Transportation Company célèbre un événement dont elle est particulièrement fière. Depuis 1000 jours, aucun accident n'a entraîné de perte de temps de travail à bord de l'ensemble de sa flotte. Plus remarquable encore, depuis la création de la compagnie en 1912, aucun de ces navires n'a jamais été perdu. Pour les dirigeants, ce bilan est la preuve que leur flotte est fiable, bien entretenue et parfaitement maîtrisée. Le Carl D. Bradley incarne d'ailleurs cette réussite. Après plus de 30 années de service, il continue de bénéficier d'un entretien particulièrement soigné. Sa coque est régulièrement repeinte, ses superstructures restent impeccables, et, vu depuis le quai, rien ne laisse penser que ce vétéran approche de la fin de sa carrière. Pourtant, l'apparence d'un navire ne raconte jamais toute son histoire. Chaque traversée soumet la coque du Carl D. Bradley à des efforts considérables. Sous l'effet des vagues, la structure se déforme continuellement. Les variations de température, particulièrement marquées sur les Grands Lacs, sollicitent également l'acier, tandis que les hivers successifs laissent peu à peu des marques invisibles. Les premiers signes réellement préoccupants apparaissent le 3 avril 1956. Alors qu'il navigue sur la rivière Saint-Clair, le cargo entre en collision avec le MB Rose. Sur le moment, l'accident paraît relativement mineur. Mais quelques mois plus tard, lors d'un passage en cale sèche à Chicago, les équipes de maintenance découvrent plusieurs fissures sous la ligne de flottaison. Certaines mesurent près de 2 mètres de longueur. Les plaques endommagées sont immédiatement remplacées et les réparations sont validées avant le retour du navire en exploitation. À première vue, tout semble donc être rentré dans l'ordre. Le 26 février 1958, le Lloyd's Register renouvelle le certificat de classification du navire. Quelques semaines plus tard, le 17 avril, la garde côtière américaine réalise à son tour son inspection annuelle et autorise le Carl D. Bradley à poursuivre son activité. Administrativement, le navire est donc parfaitement conforme. Mais cette situation ne va pas durer. Peu après son retour en service, le cargo touche le fond à 2 reprises, près de Cedarville, dans le Michigan. Le premier échouement provoque des dégâts limités. Le second, en revanche, entraîne l'apparition d'une nouvelle fissure sur la coque. Cette fois, les réparations sont effectuées directement à calcite, par les équipes de la compagnie. Contrairement aux précédentes, ces interventions ne sont pas signalées au Lloyd's Register, ni à la garde côtière américaine. Quelques mois plus tard, le 30 octobre 1958, le Carl D. Bradley subit une ultime inspection de sécurité avant la fin de la saison. Les exercices incendie sont concluants. Les embarcations de sauvetage sont mises à l'eau sans difficulté, et le capitaine confirme que les précédentes réparations ne présentent, selon lui, aucun problème particulier. Le navire reçoit donc une nouvelle autorisation de naviguer. Pourtant, un élément intrigue les historiens. À peine cette inspection terminée, la compagnie prévoit déjà un vaste programme de modernisation estimé à près de 800 000 $. Parmi les travaux prévus, figure le remplacement de plusieurs éléments de structure, la rénovation des aménagements ainsi qu'une importante remise en état général. Un investissement donc particulièrement conséquent pour un navire officiellement déclaré en excellent état. Les dirigeants avaient-ils déjà conscience que leur géant vieillissait plus rapidement que prévu ? La question reste encore débattue aujourd'hui. À bord, en revanche, certains marins semblent avoir leur propre opinion. Une plaisanterie circule régulièrement parmi l'équipage. Ils disent que le Carl D. Bradley tient davantage grâce aux couches successives de peinture qu'à son acier. Lorsque la mer se forme, d'étranges craquements parcourent parfois toute la coque. Il arrive même que quelques rivets se détachent sous les efforts et tombent sur le pont. Les marins les ramassent presque machinalement, les glissent dans leur poche avec un sourire amusé, avant de reprendre leur travail. À cet instant,
Personne n'imagine que ces petits morceaux d'acier représentent peut-être les premiers signes d'une catastrophe imminente. Jusqu'à présent, nous avons surtout évoqué l'histoire d'un navire, mais derrière cet immense coque d'acier se trouvent avant tout des hommes, des officiers expérimentés, des mécaniciens, des matelots, mais aussi de très jeunes recrues qui voient dans cette carrière une occasion de bâtir leur avenir. Car lorsque le Carl D. Bradley apparaît une dernière fois, ce ne sont pas seulement 35 marins qui montent à bord, ce sont aussi 35 histoires personnelles qui s'apprêtent sans le savoir à basculer. À l'automne 1958, donc, le Carl D. Bradley poursuit une saison de navigation qui semble en apparence parfaitement ordinaire. Depuis plusieurs mois, les traversées s'enchaînent au rythme des chargements de calcaire entre les différents ports des Grands Lacs. Pour l'équipage, cette routine est exigeante, parfois éprouvante, mais elle est parfaitement maîtrisée. Derrière les machines, les passerelles et les immenses cales du navire, 35 hommes participent à cette mécanique bien rodée. Et avant de poursuivre notre récit, prenons quelques instants pour mieux comprendre le quotidien des hommes qui faisaient vivre ces immenses cargos. Car derrière chaque traversée se cachait un équipage dont la vie était entièrement rythmée par les saisons, les départs, et surtout les Grands Lacs. Dans les années 1950, travailler à bord d'un cargo des Grands Lacs est un métier exigeant, mais aussi particulièrement recherché. Les compagnies recrutent principalement dans les villes portuaires qui bordent les lacs. Beaucoup de jeunes commencent comme simples matelots ou garçons de pont avant d'acquérir progressivement de l'expérience et d'accéder à des responsabilités plus importantes. La plupart apprennent leur métier directement en mer. À cette époque, il n'existe pas encore de parcours unique pour devenir marin sur les Grands Lacs. L'expérience acquise à bord joue souvent un rôle plus important que les diplômes. À bord, chacun occupe une fonction bien définie. Sur la passerelle, les officiers assurent la navigation sous l'autorité du capitaine. Sur le pont, les matelots participent aux manœuvres, à l'entretien du navire, ainsi qu'aux opérations de chargement et de déchargement. Dans les profondeurs du bâtiment, les mécaniciens, les chauffeurs et les graisseurs veillent au bon fonctionnement des chaudières, des turbines et de l'ensemble des installations mécaniques. Enfin, le personnel de cuisine prépare les repas pour tout l'équipage, parfois plusieurs semaines durant, sans possibilité de ravitaillement. Tous ces métiers sont donc indispensables. Le fonctionnement du navire repose sur une organisation où chacun dépend du travail des autres. Les rémunérations sont généralement supérieures à celles de nombreux emplois industriels de l'époque. En contrepartie, les conditions de travail sont particulièrement exigeantes. Les journées sont longues, les horaires s'organisent en quarts successifs, et les périodes de repos restent souvent limitées lorsque le navire est en exploitation. La saison de navigation s'étend habituellement du printemps jusqu'au début de l'hiver, lorsque la formation des glaces impose progressivement l'arrêt du trafic. Pendant plusieurs mois, les équipages enchaînent les traversées avec seulement de courtes escales entre deux chargements. Le rythme est donc soutenu. Chaque journée d'exploitation représente une valeur économique importante pour les compagnies, qui cherchent à maintenir leur navire en activité aussi longtemps que les conditions le permettent. Et la vie à bord est simple. Les cabines sont modestes, les espaces communs peu nombreux, et le confort reste limité comparé aux navires modernes. Mais au fil des voyages, une véritable solidarité se développe entre les membres de l'équipage. Dans les tempêtes comme dans les longues heures de navigation, chacun sait qu'il peut compter sur ses compagnons. Cette confiance est d'autant plus forte qu'il n'est pas rare de retrouver plusieurs membres d'une même famille à bord d'un même navire. Sur les Grands Lacs, le métier de marin se transmet souvent de génération en génération. Un père fait entrer son fils dans la compagnie, un oncle recommande son neveu, un frère rejoint un frère. Dans certaines villes comme Rogers City, où l'activité économique dépend largement de la navigation et des carrières de calcaire, plusieurs familles consacrent ainsi leur vie entière aux mêmes compagnies maritimes. Monter à bord d'un cargo n'est donc pas seulement un emploi, c'est souvent l'héritage d'une famille. Une tradition transmise depuis des décennies. Et c'est précisément ce qui rendra le naufrage du Carl D. Bradley si dévastateur. Car lorsque le navire disparaîtra, ce ne seront pas seulement 33 marins qui perdront la vie, ce sont parfois plusieurs générations d'une même famille qui seront frappées par une seule et même tragédie. Retournons au récit, voulez-vous. À ce moment-là de son histoire, le navire accuse désormais plus de 30 années de service. Le commandant espère que les importants travaux prévus durant l'hiver permettront enfin de lui redonner une véritable marge de sécurité. Le 17 novembre 1958, il pense justement effectuer la dernière rotation commerciale de la saison. Après avoir déchargé sa cargaison de calcaire à Gary, dans l'Indiana, le programme paraît simple. Rejoindre Manitowoc, dans le Wisconsin, où le navire doit être immobilisé afin d'entamer son entretien hivernal. Le Carl D. Bradley quitte donc Gary aux alentours de 10h du matin. Cette fois, ses cales sont vides. Afin de conserver une bonne stabilité, près de 9000 gallons d'eau sont embarqués dans les citernes de ballast. Mais au même moment, un autre phénomène attire déjà l'attention des météorologues.
Une profonde dépression est en train de se former au-dessus des Grands Lacs. La rencontre entre une masse d'air polaire venue du nord et un air plus doux remontant du sud crée les conditions idéales pour le développement d'une violente tempête. Et à mesure que le Carl D. Bradley progresse vers le nord, les conditions météorologiques continuent de se dégrader. Pour comprendre ce qui attend désormais son équipage, il faut s'intéresser à un phénomène que redoutent tous les marins des Grands Lacs. Les grandes tempêtes de novembre. Chaque année, lorsque l'automne laisse progressivement place à l'hiver, les Grands Lacs deviennent le théâtre de certains des épisodes météorologiques les plus violents d'Amérique du Nord. Les marins les connaissent bien. Ils les surnomment parfois les November Gales, les grands coups de vent de novembre. Leur origine est aujourd'hui parfaitement comprise. À cette période de l'année, les eaux des Grands Lacs conservent encore une partie de la chaleur accumulée durant l'été. Dans le même temps, de puissantes masses d'air froid descendent régulièrement du Canada et de l'Arctique. Lorsque cet air glacial rencontre un air plus doux et plus humide remontant du sud des États-Unis, de vastes dépressions se forment et traversent rapidement la région. Ces systèmes dépressionnaires génèrent de fortes différences de pression atmosphérique, à l'origine de vents parfois extrêmement violents. Sur le lac Michigan, il n'est pas rare que ces rafales dépassent les 90 km/h, et certaines tempêtes exceptionnelles ont enregistré des vents encore plus puissants. Mais le vent n'est qu'une partie du problème. La forme même des Grands Lacs amplifie ce phénomène. Le lac Michigan, lui, s'étire sur près de 500 km du nord au sud. Lorsque le vent souffle durablement dans cet axe, il dispose d'une très grande distance, ce que les météorologues appellent d'ailleurs le fetch, pour transférer son énergie à la surface de l'eau. Les vagues gagnent alors rapidement en hauteur et en puissance. Contrairement aux longues houles océaniques, les vagues des Grands Lacs présentent souvent une longueur d'onde plus courte. Elles sont donc plus rapprochées. Pour un navire, cela signifie que la coque subit des efforts répétés, parfois très importants, avec peu de temps pour retrouver son équilibre entre deux vagues. Ces sollicitations mécaniques deviennent particulièrement éprouvantes pour les bâtiments de grande longueur. À cela s'ajoute une autre difficulté. Les changements de temps peuvent être extrêmement rapides. Une traversée commencée sous un ciel relativement calme peut, en quelques heures seulement, se transformer en lutte contre une véritable tempête hivernale. Et c'est précisément cette combinaison, vent violent, vagues courtes, refroidissement brutal et évolution rapide des conditions, qui fait des Grands Lacs un environnement redouté par les marins, et cela depuis plus de 2 siècles. À bien des égards, un navire peut y affronter des conditions comparables à celles rencontrées en mer ouverte. Et lorsque ces phénomènes se produisent à la fin de la saison de navigation, les conséquences peuvent devenir dramatiques. En effet, le 17 novembre 1958, toutes ces conditions commencent justement à se mettre en place. Sans encore le savoir, le Carl D. Bradley se dirige droit vers l'une des tempêtes les plus marquantes de son histoire. Au moment du départ, le vent souffle déjà aux alentours de 35 km/h. Les prévisions annoncent une dégradation rapide dans les heures qui suivent. Dans un premier temps, le Carl D. Bradley reste relativement protégé, en longeant les côtes du Wisconsin. Mais alors qu'il n'est plus qu'à 1 ou 2 heures de Manitowoc, un message radio vient bouleverser tous les plans. La compagnie US Steel demande au capitaine Bryan de modifier immédiatement son itinéraire. Au lieu de rejoindre le chantier naval, le navire doit effectuer une ultime mission, retourner à Cal City, dans le Michigan, afin d'y charger une dernière cargaison de calcaire avant la fermeture de la saison. Cette décision oblige désormais le cargo à quitter la protection du littoral pour traverser une vaste zone exposée du lac Michigan, précisément au moment où la tempête commence à se renforcer. À bord, personne ne semble réellement s'inquiéter. Les anciens ont déjà affronté des conditions bien plus difficiles. Quant aux plus jeunes, ils pensent déjà au retour à la maison, aux retrouvailles avec leurs proches et aux fêtes de fin de saison. Sans le savoir, ils viennent d'entreprendre le dernier voyage du Carl D. Bradley. En effet, plus tard dans la soirée, après avoir sécurisé leur secteur, 2 membres d'équipage s'accordent quelques instants de repos. Leur quart doit prendre fin à 20h, et avec un peu de chance, ils seront déjà endormis lorsque le Carl D. Bradley atteindra Cal City. La conversation dérive naturellement vers le voyage. Malgré la tempête qui secoue le lac Michigan, ils espèrent encore que le capitaine réussira cet exploit. Mais soudain tout bascule. Un choc violent résonne dans les profondeurs du navire. Puis, une vibration d'une intensité inhabituelle traverse toute la coque. Les 2 marins connaissent parfaitement les sons d'un navire affrontant le mauvais temps. Les craquements de l'acier, les gémissements de la structure et les impacts des vagues leur sont familiers. Pourtant, ce qu'ils viennent d'entendre ne ressemble à rien à ce qu'ils ont connu auparavant. Quelques secondes plus tard, la cloche d'alarme retentit dans tout le bâtiment. Sans perdre un instant, ils se précipitent vers leur cabine pour récupérer leur gilet de sauvetage avant de rejoindre le pont.
Lorsqu'ils émergent à l'extérieur, une chose apparaît immédiatement évidente, le navire est en grave danger. L'un d'eux tourne alors son regard vers l'arrière, et ce qu'il découvre le glace d'effroi. Toute la section arrière du Carl D. Bradley monte et descend dans les vagues, comme si elle ne faisait plus partie du même navire. Quelque part aux environs de la 10e cale, la poupe est en train de s'arracher de la proue. Au même moment, sur la passerelle, le capitaine, le premier officier et le timonier sont de quart. Eux aussi ont entendu le choc. Ils se précipitent immédiatement sur le pont bâbord, puis regardent vers l'arrière. Certes, il est normal qu'un grand vraquilier se déforme lorsqu'il affronte une tempête de cette violence, mais ce qu'ils voient dépasse tout ce qu'ils auraient pu imaginer. La poupe bat dans les vagues comme un membre brisé. La longue rangée de lumière qui dessine habituellement une ligne parfaitement droite sur toute la longueur du navire s'interrompt brutalement au milieu du bâtiment, juste après le convoyeur. À cet instant, il n'y a plus aucun doute. Le Carl D. Bradley vient de se briser en deux. Pour tout marin, c'est le pire des cauchemars. Le moment où l'on comprend que le navire auquel on a confié sa vie ne pourra plus vous protéger. Et déjà, la situation empire. La passerelle commence à agiter sur bâbord, tandis que la proue s'emplit rapidement d'eau. Face à l'urgence, le capitaine et son premier officier réagissent immédiatement. Il ordonne l'arrêt des machines et déclenche l'alarme générale. Pendant ce temps, le premier officier Fleming se jette sur la radio du bord et lance un appel de détresse désespéré. Mais aucune réponse ne lui parvient. À travers les vitres de la passerelle, il aperçoit les hommes du pont qui se précipitent vers l'extérieur tandis qu'un marin lutte désespérément pour libérer le petit radeau de survie du bord. La situation est d'autant plus dramatique que les deux canots de sauvetage se trouvent eux à la poupe. Or, les deux moitiés du navire se percutent désormais violemment au rythme des vagues. Dans ces conditions, les officiers et les hommes du pont n'ont pratiquement aucun espoir de rejoindre les mécaniciens, logés eux dans la section arrière. Le navire est devenu un piège. Désormais, leur seul espoir repose sur la radio. Encore et encore, Fleming répète son appel de détresse, priant pour qu'une voix lui réponde au milieu du vacarme de la tempête. Pendant ce temps, à plusieurs dizaines de kilomètres de là, dans la station radio maritime WAD de Port Washington, dans le Wisconsin, l'opérateur Ray Burnett écoute distraitement les communications du canal 51. La station surveille cette fréquence 24 heures sur 24. Si elle est utilisée sur l'Atlantique, le Pacifique, ainsi que sur les fleuves Mississippi et Ohio pour les communications maritimes courantes, sur les Grands Lacs, elle est principalement réservée aux appels de détresse. La plupart du temps, Burnett et ses collègues n'entendent que les conversations routinières des capitaines. Mais ce jour-là, alors qu'une tempête fait rage sur le lac Michigan, une voix désespérée déchire soudain le brouhaha radiophonique. Mayday. Immédiatement, Burnett saisit son microphone et ordonne aux autres opérateurs de libérer la fréquence. Puis il demande la position du navire. La radio crépite quelques instants avant qu'une voix ne réponde. 12 milles nautiques au sud-ouest de Gull Island. Burnett consulte aussitôt sa carte. Aucune station de secours ne se trouve à proximité immédiate. À cet instant, Burnett comprend qu'il assiste en direct à une catastrophe. Sans attendre, il commence à contacter tous les navires présents dans la région avant d'alerter les stations voisines des gardes-côtes. Car désormais, le seul espoir de sauver les hommes du Carl D. Bradley est de faire parvenir leur appel de détresse aussi loin que possible. Quelques heures plus tard, tout bascule. En l'absence de quelques dizaines de secondes, le Carl D. Bradley disparaît sous les eaux du lac Michigan. Mais pour les hommes qui parviennent à s'extraire du navire, le cauchemar ne fait lui que commencer. Dans une eau dont la température approche le point de congélation, la véritable bataille sera désormais celle de la survie. Lorsque Frank Mace refait enfin surface, il comprend immédiatement que la situation est désespérée. La violence du naufrage l'a séparé du radeau de secours qu'il tentait de mettre à l'eau quelques instants auparavant. Désormais seul, au milieu d'une mer déchaînée, il lutte simplement pour garder la tête hors de l'eau. Les vagues, elles, s'abattent sur lui sans relâche, tandis que son gilet de sauvetage l'empêche de sombrer, mais pas d'être continuellement submergé. Autour de lui, l'obscurité est simplement interrompue par les éclairs de la tempête et les cris de ses compagnons d'infortune. En disparaissant, le Carl D. Bradley laisse apparaître une cassure étonnamment nette. Malgré le chaos, Frank distingue clairement que le navire ne s'est pas simplement enfoncé, il s'est rompu, brutalement, comme si son immense coque avait été sectionné en deux. Après plusieurs minutes d'effort, un premier miracle se produit. Frank parvient à rejoindre le petit radeau de secours automatique. L'embarcation est rudimentaire, certes, ballottée dans tous les sens par les vagues et pratiquement impossible à contrôler. Pourtant, elle offre un avantage décisif. Maintenir les survivants hors de l'eau autant que possible afin de ralentir l'apparition de l'hypothermie. Quelques instants plus tard, Elmer Fleming réussit lui aussi à rejoindre le radeau après avoir été violemment projeté lors des derniers instants du navire. Les deux hommes commencent aussitôt à appeler leurs camarades.
Leurs voix sont presque couvertes par le vent, mais elles permettent à plusieurs survivants de localiser l'embarcation. Le premier à les rejoindre est Gary Strzelecki. Excellent nageur et marin particulièrement apprécié de ses collègues, il est profondément bouleversé. Son beau-frère, Ray Kowalski, se trouvait encore à bord lorsque le navire a sombré. Dans un premier mouvement, Gary souhaite repartir à sa recherche malgré les conditions extrêmes. Elmer Fleming comprend immédiatement qu'un tel geste serait suicidaire. Après de longues secondes d'hésitation, Gary accepte finalement de rester à bord du radeau. Peu après, un quatrième survivant, Dennis Meredith, parvient lui aussi jusqu'à eux. Son état est cependant beaucoup plus préoccupant. Réveillé en pleine catastrophe, il n'a pas eu le temps d'enfiler des vêtements adaptés au froid. Trempé, en état de choc et déjà fortement atteint par le froid, il est incapable de participer aux manœuvres. Les 4 hommes tentent alors de se réchauffer mutuellement, tandis que les appels au secours continuent de résonner dans la nuit. Mais un à un, ces cris finissent par disparaître. Au loin, la partie arrière du Carl D. Bradley, dressée presque à la verticale, effectue sa dernière plongée. Quelques secondes plus tard, une violente détonation retentit lorsque les chaudières encore brûlantes entrent brutalement en contact avec l'eau glacée du lac. Puis le silence. Le géant des Grands Lacs vient définitivement de disparaître. À bord du petit radeau, les survivants refusent encore de perdre espoir. Elmer Fleming est persuadé qu'un navire a aperçu leur détresse. Afin d'augmenter leurs chances d'être repérés, ils déclenchent successivement plusieurs fusées de signalisation. Leur lueur rouge perce brièvement la tempête avant de disparaître dans l'immensité du lac. Chaque fusée représente peut-être leur dernière chance. Le radeau est également équipé d'une ancre flottante destinée à limiter sa dérive et à éviter qu'il ne se retourne sous l'effet des vagues. Malgré tout, chaque lame menace de projeter les 4 hommes dans une eau où quelques minutes suffisent à condamner les plus faibles. Pendant ce temps, Gary Strzelecki fait tout son possible pour maintenir le moral du groupe. Entre 2 vagues, il encourage ses compagnons, signale l'arrivée des plus grosses lames et tente d'organiser les mouvements de chacun afin de conserver l'équilibre du radeau. Tous savent qu'ils doivent désormais gagner une seule bataille. Tenir jusqu'à l'arrivée des secours. Et lutter contre un ennemi invisible mais déjà présent, l'hypothermie. Lorsque l'on évoque les naufrages, on imagine souvent les vagues, le vent et la tempête. Pourtant, dans de nombreux cas, le véritable danger est invisible. Il s'agit de l'hypothermie. Dans le cas de l'Edmund Fitzgerald disparu dans le lac Michigan en novembre 1975, la température de l'eau oscillait entre 4 et 8 degrés. Une eau suffisamment froide pour devenir mortelle en quelques minutes seulement. Dès l'immersion, le corps humain subit un choc thermique. La respiration s'accélère brutalement, le rythme cardiaque augmente et les muscles perdent progressivement leur efficacité. Très rapidement, les victimes éprouvent des difficultés à nager, à se déplacer ou même à garder le contrôle de leurs mouvements. Dans une eau proche de 5 degrés, l'épuisement ou la perte de connaissance peut survenir en moins d'1 heure. La survie au-delà de quelques heures devient alors extrêmement improbable. C'est pourquoi le gilet de sauvetage constitue un équipement vital. Au-delà de sa fonction de flottabilité, certes, il permet à une personne inconsciente de maintenir ses voies respiratoires hors de l'eau et limite ainsi les efforts physiques, retardant l'épuisement. Mais un autre facteur est tout aussi important. Rester partiellement hors de l'eau. Le corps perd sa chaleur jusqu'à 25 fois plus rapidement dans l'eau que dans l'air. Chaque centimètre du corps maintenu hors de l'eau réduit les pertes thermiques et augmente considérablement les chances de survie. En mer comme sur les grands lacs, l'hypothermie demeure ainsi l'un des adversaires les plus redoutables des marins. Silencieuse, rapide et souvent implacable. Mais revenons à notre histoire. Tout à coup au loin, une silhouette finit par apparaître. À travers la pluie et les embruns, les survivants distinguent enfin les feux d'un navire qui semble se diriger vers leur position. Pendant quelques instants, l'espoir renaît. Mais au moment où Elmer tente d'allumer leur dernière fusée de détresse, celle-ci refuse de fonctionner. Trempée par les vagues, elle demeure désespérément muette. Sans ce dernier signal, le navire poursuit sa route. Les puissants projecteurs balaient pourtant la zone, sans jamais s'arrêter sur le petit radeau. En quelques minutes seulement, les lumières s'éloignent de nouveau. Les 4 survivants comprennent alors que les secours viennent de passer tout près d'eux, et sans les voir. Au même moment, à plusieurs dizaines de kilomètres de là, les appels de détresse du Carl D. Bradley déclenchèrent une vaste opération de secours. Mais sur le lac Michigan, la météo ne laisse aucune place à l'erreur. Chaque minute qui passe réduit un peu plus les chances de retrouver des survivants. Dès les premiers messages de détresse, les stations de la garde côtière américaine se mobilisent. Malgré la violence de la tempête, plusieurs navires de secours quittent leur port d'attache, tandis que les opérateurs radio tentent de coordonner les recherches avec les cargos encore présents sur le lac. Cependant, intervenir dans de telles conditions relève presque de l'impossible.
Le vent souffle toujours avec une extrême violence. Les vagues atteignent plusieurs mètres de hauteur et réduisent considérablement la visibilité. Les navires de secours doivent avancer lentement afin d'éviter d'endommager leur propre coque ou de mettre leur équipage en danger. Pendant ce temps, les 4 survivants continuent leur combat contre le froid. Le radeau dérive au gré des vagues, incapable de rejoindre la côte par ses propres moyens. Les heures passent. Peu à peu, les effets de l'hypothermie deviennent de plus en plus visibles. Le premier à montrer des signes de faiblesse est Dennis Meredith. Déjà très affaibli lorsqu'il avait rejoint le radeau, son état se dégrade rapidement. Malgré les efforts de ses compagnons pour le maintenir conscient et le protéger du froid, il cesse progressivement de réagir. Quelques instants plus tard, les 3 autres marins comprennent que Dennis vient de succomber. Dans un profond silence, ils sont contraints de laisser son corps disparaître dans les eaux du lac Michigan. Pour Frank Mace, Elmer Fleming et Gary Strasleski, le combat continue. Mais les heures passées dans le froid extrême épuisent peu à peu leur dernière force. Gary, jusque-là particulièrement combatif, commence à perdre le contact avec la réalité. Comme cela arrive fréquemment chez les victimes d'hypothermie avancée, son comportement devient incohérent. Persuadé qu'il peut rejoindre la côte à la nage, il annonce soudain sa décision de quitter le radeau. Frank et Elmer tentent de l'en dissuader. Ils savent qu'une telle tentative est vouée à l'échec. Malgré leurs supplications, Gary se laisse finalement glisser dans l'eau glacée. Les 2 hommes le regardent s'éloigner lentement dans l'obscurité, jusqu'à ce que sa silhouette disparaisse entre les vagues. Et il se retrouve désormais seul, et au milieu d'une mer qui ne semble jamais vouloir se calmer. Pendant toute la nuit, les recherches se poursuivent. Plusieurs bâtiments ratissent la zone du naufrage, tandis que les familles rassemblées sur la côte attendent désespérément la moindre nouvelle. À Rogers City, l'inquiétude grandit d'heure en heure. La plupart des membres d'équipage du Carl D. Bradley sont originaires de cette petite ville du Michigan. Derrière chaque porte, une épouse, des parents ou des enfants espèrent encore voir revenir l'un des leurs. Lorsque le jour commence enfin à se lever sur le lac Michigan, les secours aperçoivent au loin une petite forme sombre dérivant entre les vagues. À mesure que le navire s'approche, un immense soulagement parcourt les équipes de sauvetage. Le radeau est enfin retrouvé. À son bord se trouvent encore 2 hommes, épuisés mais vivants, Frank Mace et Elmer Fleming. Après plus de 15 heures passées à lutter contre le froid, les vagues et le désespoir, ils deviennent les seuls survivants des 35 personnes embarquées sur le Carl D. Bradley. Leur sauvetage marque la fin des recherches, mais seulement le début d'une autre bataille. Car une question reste désormais sans réponse. Comment un navire considéré comme l'un des plus solides des Grands Lacs a-t-il pu disparaître aussi brutalement en quelques dizaines de secondes seulement ? C'est cette question qui va désormais mobiliser les enquêteurs pendant de nombreuses années. Le sauvetage de Frank Mace et d'Elmer Fleming apporte enfin une réponse que des dizaines de familles attendaient avec angoisse depuis le début de la nuit. Pour les autorités, une autre mission commence désormais. Comprendre comment un cargo considéré comme l'un des fleurons des Grands Lacs a pu disparaître en quelques instants. Dans les jours qui suivent la catastrophe, les opérations de recherche se poursuivent sur le lac Michigan. Malgré les moyens engagés, le bilan s'alourdit rapidement. Seuls 18 corps sont retrouvés. Les 15 autres marins ne seront jamais revus, engloutis avec le navire dans les profondeurs du lac. Les équipes de secours découvrent également plusieurs gilets de sauvetage flottant à la surface, complètement vides. Une image particulièrement bouleversante qui laisse penser que certains marins ont réussi à survivre quelques instants après le naufrage, avant de succomber au froid ou à l'épuisement. Pour la petite ville de Rogers City, le choc est immense. La majorité de l'équipage était originaire de cette communauté où presque chaque famille comptait un proche, un voisin ou un ami à bord du Carl D. Bradley. En l'espace d'une seule nuit, 23 femmes deviennent veuves et 53 enfants perdent leur père. Parmi eux, 2 ne naîtront qu'après la disparition de leur père, sans jamais avoir la possibilité de le connaître. Le drame dépasse rapidement le simple cadre maritime. Il marque durablement toute une région dont l'économie et la vie quotidienne étaient intimement liées à la navigation sur les Grands Lacs. Très rapidement, les autorités ouvrent une enquête officielle afin de déterminer les causes exactes du naufrage. Les premiers témoignages de Frank Mace et d'Elmer Fleming retiennent immédiatement l'attention. Tous 2 décrivent la même scène. Selon eux, le navire ne s'est pas contenté de sombrer. Sa coque se serait rompue en 2 sous leurs yeux. Pourtant, les premières conclusions de la commission d'enquête ne retiennent pas cette hypothèse. Les enquêteurs estiment que le Carl D. Bradley a probablement été victime des contraintes exceptionnelles imposées par la tempête. Plusieurs recommandations sont alors formulées.
Elle concerne notamment l'amélioration des procédures d'évacuation, l'embarquement de fusées de détresse supplémentaires, l'évolution des gilets de sauvetage, ainsi que les moyens permettant de mettre les embarcations à l'eau plus rapidement, en situation d'urgence. Mais cette première conclusion ne convainc pas tout le monde. Frank Mace et Elmer Fleming restent catégoriques. Ils maintiennent que le navire s'est brisé avant de disparaître sous les vagues. Leur témoignage est si précis qu'il conduit finalement les autorités américaines à réexaminer plusieurs éléments du dossier. Le vice-amiral H.C. Richmond, commandant de la garde côtière américaine, mène alors sa propre analyse. Son rapport aboutit à une conclusion sensiblement différente. Selon lui, rien ne permet d'affirmer que le capitaine Bryan a commis une faute de navigation. Les différents témoignages indiquent au contraire que le cargo semblait encore se comporter normalement, quelques instants avant la catastrophe. L'hypothèse privilégiée devient alors celle d'une rupture structurelle soudaine, provoquée par une faiblesse interne de la coque, jusqu'alors passée inaperçue. Cette divergence d'interprétation ouvre un débat qui va durer plusieurs décennies. Le Carl D. Bradley a-t-il été victime d'une tempête exceptionnelle ? Ou bien son vieillissement, les réparations successives et les dommages accumulés au fil des années avaient-ils fragilisé sa structure bien davantage qu'on ne l'imaginait ? En 1959, soit plus d'1 an après la catastrophe, l'épave du Carl D. Bradley est finalement localisée grâce à des relevés au sonar. Une campagne d'observation est rapidement organisée à l'initiative de la US Steel afin d'examiner les restes du navire. Les premières images semblent conforter l'idée d'un bâtiment reposant relativement intact sur le fond du lac. Mais cette expertise soulève elle aussi des interrogations. L'inspection est réalisée sans observateur indépendant, ce qui alimente rapidement les critiques et entretient le doute autour des conclusions officielles. Et il faudra encore plusieurs décennies avant que de nouveaux éléments viennent relancer définitivement le débat. L'affaire semble officiellement classée. Les familles tentent de reconstruire leur vie, les indemnisations sont versées, et peu à peu, le Carl D. Bradley disparaît des gros titres. Mais pour les deux survivants, Frank Mace et Elmer Fleming, une certitude demeure. Ils savent ce qu'ils ont vu cette nuit-là, et ils refusent que leur témoignage soit relégué au second plan. Les années passent, mais les interrogations demeurent. Frank Mace, l'un des deux seuls survivants du naufrage, reste profondément marqué par cette nuit du 18 novembre 1958. Chaque interview, chaque conférence et chaque témoignage raconte la même histoire. Selon lui, le Carl D. Bradley ne s'est pas simplement englouti sous les vagues. Sa coque s'est rompue en deux avant même sa disparition. Pendant longtemps, cette version reste pourtant contestée. L'absence d'image de l'épave et les conclusions des premières expertises empêchent de trancher définitivement le débat. Il faut attendre 1995, soit près de 40 ans après la catastrophe, pour qu'une nouvelle expédition soit organisée. L'objectif est simple, retrouver l'épave et vérifier une bonne fois pour toutes l'état réel du navire. Malheureusement, les conditions de visibilité sont particulièrement mauvaises. Les plongeurs parviennent à atteindre le site, mais les sédiments soulevés par leur déplacement rendent toute observation précise pratiquement impossible. Malgré cet échec relatif, cette plongée revêt une immense valeur symbolique. Frank Mace participe lui-même à l'expédition. Après près de 4 décennies, il revient pour la première fois sur les lieux où il a perdu 33 de ses compagnons. Au fond du lac Michigan, une plaque commémorative est déposée afin d'honorer leur mémoire. Mais la question essentielle reste toujours sans réponse. Le navire s'est-il réellement brisé en deux ? Pendant plusieurs décennies, les profondeurs des Grands Lacs conserveront jalousement leurs secrets. Pourtant, loin de sombrer dans l'oubli, les épaves de ces eaux intérieures vont devenir le terrain d'exploitation d'une nouvelle génération de chercheurs, de plongeurs et d'aventuriers. Contrairement aux océans, les Grands Lacs offrent un environnement presque unique au monde pour la conservation des épaves. Leurs eaux sont particulièrement froides, même en profondeur. Surtout, elles contiennent très peu d'organismes capables de dévorer le bois ou d'accélérer la dégradation des structures. Là où certaines épaves maritimes disparaissent en quelques décennies sous l'action des bactéries, des coquillages ou des vers marins, celles des Grands Lacs peuvent demeurer remarquablement intactes pendant plus d'1 siècle. Certaines semblent même figées dans le temps. Des cabines encore visibles, des gouvernails toujours en place, parfois même des couches de peinture encore perceptibles malgré les décennies écoulées. Mais accéder à ces témoins du passé reste une entreprise particulièrement complexe. À mesure que la profondeur augmente, les contraintes deviennent considérables. La pression exercée sur le corps humain augmente rapidement et impose des procédures de plongée extrêmement rigoureuses. Les plongeurs doivent limiter leur temps d'exploration et respecter de longues phases de décompression pour éviter les accidents potentiellement mortels. Car 2 ans plus tard, en 1997, une nouvelle mission est organisée. Cette fois, les équipes disposent d'un équipement bien plus performant. Au lieu d'envoyer uniquement des plongeurs, elles utilisent un ROV.
un véhicule sous-marin télécommandé capable d'explorer l'épave avec une précision inédite. Les images rapportées sont sans appel. La coque présente une rupture nette, exactement à l'endroit décrit pendant près de 40 ans par Frank Mace et Elmer Fleming. Le témoignage des deux survivants longtemps remis en question trouve enfin une confirmation visuelle. Pour Frank Mace, ce moment représente bien davantage qu'une victoire personnelle. Il écrira dans son livre plus tard « Je l'ai vu se briser en deux à la surface, et aujourd'hui, je le vois encore en deux morceaux au fond du lac Michigan. » Cette découverte ne permet pas d'expliquer à elle seule les causes exactes de la rupture. En revanche, elle confirme définitivement que les survivants avaient relaté les événements avec une remarquable précision. Frank Mace, survivant de ce drame, consacrera une grande partie de sa vie à transmettre cette histoire, qui a d'ailleurs inspiré ce documentaire. À travers ses conférences, ses interviews et son livre, il souhaite avant tout rendre hommage à ceux qui ne sont jamais revenus. Il s'éteindra en 2021, après avoir passé plus de 60 ans à préserver la mémoire du Carl D. Bradley et de son équipage. Grâce à lui, cette tragédie ne disparaîtra jamais complètement dans l'oubli. Mais au-delà des conclusions techniques, des rapports d'expertise et des débats entre spécialistes, une autre réalité s'impose. Derrière cette catastrophe maritime se trouvent avant tout des destins humains. Des pères de famille, des jeunes marins qui commençaient tout juste leur carrière, des hommes convaincus qu'ils rentreraient chez eux quelques jours plus tard. Le Carl D. Bradley n'a pas seulement sombré avec 35 membres d'équipage, il a emporté avec lui une partie de l'histoire de Roger City. Et il faudra encore une autre catastrophe, celle de l'Edmund Fitzgerald, près de 20 ans plus tard, pour que la sécurité sur les Grands Lacs connaisse de profondes évolutions. C'est peut-être là l'héritage, quoique cruel, le plus durable de ce naufrage, celui d'avoir contribué au prix de nombreuses vies, à rendre la navigation un peu plus sûre pour les générations de marins qui suivront. Au-delà des rapports d'enquête, des expertises techniques et des débats entre spécialistes, le Carl D. Bradley a laissé une empreinte profonde dans l'histoire maritime américaine. Son naufrage a rappelé une réalité souvent oubliée. Même les navires les plus prestigieux ne sont jamais invincibles. Durant plus de 30 ans, le Carl D. Bradley avait incarné la puissance industrielle des États-Unis. Il avait traversé d'innombrables tempêtes, battu des records de chargement et participé au développement de toute une région. À force de le voir revenir à quai année après année, beaucoup avaient fini par croire qu'il résisterait à tout. Pourtant, comme tous les navires, il vieillissait. Les contraintes mécaniques, les réparations successives et les milliers de traversées avaient progressivement laissé leur empreinte sur sa structure, une usure presque invisible, mais dont les conséquences allaient s'avérer dramatiques. Aujourd'hui encore, l'épave repose au fond du lac Michigan. Les eaux froides des Grands Lacs ont remarquablement conservé ce témoin silencieux de la catastrophe. Pour les plongeurs, les historiens et les passionnés de navigation, elle demeure un véritable livre d'histoire posé sur le fond du lac. Chaque expédition apporte de nouveaux éléments, chaque photographie rappelle la violence de cette nuit de novembre 1958. Mais au-delà de l'épave elle-même, ce sont surtout les visages de ces 35 marins qui continuent de traverser le temps. Des mécaniciens, chauffeurs, timoniers, officiers, des jeunes recrues qui rêvaient simplement de gagner leur vie, des pères de famille qui pensaient retrouver leurs proches quelques jours plus tard. Pour beaucoup d'entre eux, cette traversée ne devait être qu'une dernière rotation avant l'entretien hivernal du navire. Personne n'imaginait qu'elle deviendrait leur ultime voyage. Le Carl D. Bradley appartient désormais à l'histoire, mais son équipage, lui, appartient à la mémoire. Et c'est précisément cette mémoire qui continue de faire vivre leur histoire, génération après génération. En retraçant l'histoire du Carl D. Bradley, nous avons découvert bien plus que le destin d'un simple cargo. Nous avons suivi l'ascension d'un géant industriel, observé les premiers signes de son vieillissement, partagé les dernières heures de son équipage, et exploré les nombreuses interrogations qui entourent encore aujourd'hui son naufrage. Comme vous le savez avec cette chaîne, l'histoire maritime est souvent racontée à travers les navires, leurs dimensions, leurs performances, leurs innovations techniques ou encore leurs records. Pourtant, lorsqu'un navire disparaît, ce ne sont jamais des tonnes d'acier qui sont perdues. Ce sont avant tout des vies. Le Carl D. Bradley était considéré comme l'un des navires les plus fiables des Grands Lacs. Pendant plus de 30 ans, il avait affronté les saisons, les tempêtes et les contraintes d'une navigation parmi les plus exigeantes au monde. À force de résister, beaucoup avaient fini par croire qu'il résisterait toujours. Cette catastrophe nous rappelle pourtant une vérité universelle. Avec le temps, même les structures les plus solides finissent par montrer des signes de faiblesse. Encore faut-il savoir les reconnaître avant qu'il ne soit trop tard. C'est une leçon qui dépasse largement le monde maritime. Dans nos projets, notre travail, nos relations avec les autres, les difficultés apparaissent rarement d'un seul coup.
elle commence souvent par de petits avertissements, parfois discrets, que l'on choisit d'ignorer parce qu'ils semblent sans conséquence. Le Carl D. Bradley nous rappelle ainsi l'importance d'écouter ces signaux avant qu'ils ne deviennent irréversibles. Mais cette histoire est également celle du courage. Celle d'un équipage qui, jusqu'au dernier instant, a tenté de sauver ses compagnons. Celui des sauveteurs qui ont affronté une tempête exceptionnelle dans l'espoir de retrouver des survivants. Et celui de Frank Mace et d'Elmer Fleming, qui ont consacré une grande partie de leur vie à préserver la mémoire de leurs camarades disparus. Grâce à leurs témoignages, les marins qui ont perdu la vie cette nuit-là ne sont jamais devenus de simples statistiques. Leur histoire continue d'être racontée, et tant qu'elle le sera, leur mémoire continuera de naviguer avec nous. Merci infiniment d'avoir suivi ce documentaire jusqu'à son terme. Si cette histoire vous a intéressé, n'hésitez pas à partager votre ressenti en commentaire. Vos échanges enrichissent toujours les discussions autour de ces grands épisodes de l'histoire maritime. Si vous souhaitez soutenir mon travail au sein de Curious History, vous pouvez également laisser un j'aime et vous abonner à la chaîne. C'est un geste simple, mais qui contribue énormément à faire connaître ces documentaires auprès d'un public toujours plus large. Vous pouvez également soutenir directement la chaîne via mon Tipeee. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Vous y découvrirez les projets en cours, les futurs documentaires, les besoins de la chaîne, ainsi que les différentes façons de participer à son développement. Enfin, si vous avez apprécié ce documentaire, je vous invite à poursuivre le voyage en découvrant une autre grande histoire maritime de Curious History. Vous verrez que les océans, comme les grands lacs, recèlent encore d'innombrables récits fascinants. Il est temps de se quitter maintenant. Prenez soin de vous, continuez de cultiver votre jardin, et prenez soin de vos proches. Quant à moi, je retourne à mes recherches, tout en vous remerciant de votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt, sur votre chaîne d'histoire maritime, Curious History.